tous. Je voudrais d'abord remercier l'UM6P pour cette organisation d'une remarquable semaine sur les sciences de la complexité. Et je remercie bien entendu Reda pour son invitation. Alors je voudrais revenir dans mon exposé sur deux idées que Stephen Wolfram a mentionnées dans son exposé d'hier matin et qui me semblent essentielles du point de vue épistémologique pour comprendre le fonctionnement des systèmes complexes. Ces deux idées sont tout d'abord le fait que des règles simples et déterministes n'impliquent pas forcément un comportement simple et prédictible. Ça, c'est quelque chose qui est a priori surprenant. Au XIXe siècle, ça aurait énormément surpris les scientifiques. Et même si nous savons depuis Poincaré qu'il suffit de 3 degrés de liberté avec des équations différentielles non linéaires pour qu'on ait un horizon de prédictibilité, le fait que des règles extrêmement simples et beaucoup plus simples que des équations différentielles aboutissent à des comportements qui sont extrêmement complexes, voire non prédictibles, est quelque chose qu'on a découvert au XXe siècle et qui est a priori et intuitivement surprenant et qui joue un rôle essentiel dans le comportement des systèmes complexes. Alors je voudrais commencer par cet aspect-là. J'en viendrai ensuite à la deuxième idée qui me semble extrêmement importante aussi et qu'il faut approfondir, qui est cette notion d'irréductibilité computationnelle. Je vais vous donner ici quelques exemples bien connus pour les gens qui ont regardé ces sujets-là et qui proviennent du domaine des automates cellulaires. Tout d'abord, la fourmi de Langton. Alors la fourmi de Langton, c'est un automate qu'on peut programmer très facilement sur un ordinateur. C'est une fourmi qui se déplace sur un damier et avec des règles qui sont les suivantes. Quand elle est sur une cellule noire, elle tourne à droite. Quand elle est, et elle avance d'une case à chaque fois. Quand elle est sur une cellule blanche, elle tourne à gauche. Mais chaque fois qu'elle quitte une cellule, elle change la couleur de la cellule. Donc ce sont des règles qui sont très facilement compréhensibles et qu'on peut programmer avec une grande facilité. Et pourtant, quand on regarde le comportement de la fourmi de Langton, la voilà, et vous allez voir, je vais la laisser progresser pendant quelques étapes, et vous voyez qu'elle fait un chemin qui est extrêmement curieux, et que malgré les règles très simples que je viens d'énoncer, ce qu'elle fait semble assez aléatoire. Alors en fait, on peut la regarder longtemps quand on a envie de s'endormir le soir, c'est quelque chose qui peut aider pour s'endormir, mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques centaines de mouvements, elle a réalisé un pattern assez irrégulier de cellules blanches et noires, mais qu'au bout d'environ 10 000 étapes, eh bien, la fourmi commence à avoir un comportement régulier et trace une sorte d'autoroute avec un pattern qui est toujours le même, et ensuite elle va toujours en ligne droite de cette manière-là. Voilà 3 fourmis de différentes couleurs qui progressent, et vous voyez, alors évidemment comme l'écran est rebouclé sur lui-même, ça se mélange ensuite, mais vous voyez, au bout d'un certain temps, c'est accéléré, eh bien les 3 fourmis partent en ligne droite pour tracer une autoroute. Eh bien il se trouve que ce comportement-là est imprédictible. On sait, en regardant la fourmi progresser, ce qu'elle va faire, parce qu'en l'observant, on peut voir son comportement. En revanche, il est aujourd'hui encore impossible, à partir des règles que j'ai énoncées tout à l'heure, de prouver mathématiquement que ce comportement va émerger. Et le seul moyen de savoir ce qui va se passer, c'est de lancer une simulation et d'observer la fourmi pendant 10 000 étapes et de voir qu'elle va adopter cette autoroute qu'elle va construire progressivement pour rester sur cette autoroute ensuite. Alors d'autres exemples sont connus. Stephen Wolfram, évidemment, hier a montré un certain nombre de choses là-dessus. Voici les automates monocellulaires, monodimensionnels. La règle, il l'a expliqué hier, consiste à déterminer la couleur de la cellule du dessous à partir des couleurs des 3 cellules du dessus. Et vous avez tout un ensemble de règles qui produisent des comportements qui sont simples et prédictibles. Celui-là, par exemple, est régulier. Mais certaines règles qui sont exactement de la même nature aboutissent à des comportements beaucoup plus bizarres. La règle 30, par exemple, où quand on la regarde, on a l'impression que c'est un petit peu aléatoire. La règle 110 à plus grande échelle,
qui produit un comportement où on voit qu'il n'y a aucune régularité. Et ce qui se passe pour ces automates cellulaires, c'est que si vous voulez savoir quelle est la fabrication de la ligne numéro 1000, par exemple, eh bien, le seul moyen d'y arriver, semble-t-il, c'est de dérouler une simulation de cet automate et de regarder la 1000e ligne après avoir déroulé les 999 lignes précédentes. Donc la manière de le dire consiste à dire qu'il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez savoir ce qui se passe à la 1000e étape, eh bien vous êtes obligé de parcourir les 999 étapes précédentes. Et évidemment, cela est vrai, quel que soit le nombre d'étapes en question. Et c'est ça qu'on appelle, on va y revenir plus largement dessus, l'irréductibilité computationnelle. Alors je donne un dernier exemple qui est très connu, mais qui est aussi très parlant. C'est le fameux jeu de la vie de Conway. Le jeu de la vie est aussi très simple à décrire. Une cellule continue de vivre, elle est sur un damier. Si elle est entourée avec moins de 2 ou d'une cellule, elle va mourir. Quand elle a 2 ou 3 cellules autour, elle vit dans la génération d'après. Et quand elle est entourée de plus de cellules, elle meurt. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe, là aussi c'est totalement imprévisible, alors même que les règles sont d'une simplicité archangélique, puisque vous voyez, il y a des configurations extrêmement simples qui donnent des choses qui clignotent de ce type-là. On a des choses plus surprenantes avec ce qu'on appelle le glider, le glisseur, où là vous voyez, c'est en fait quelque chose qui se reboucle, une configuration qui se reproduit et qui glisse vers le bas de l'écran. Et qui pourrait imaginer, quand on voit cette configuration initiale, que ça aboutit à une figure de clown au bout d'un certain nombre d'étapes. Vous avez ici, je vais passer vite là-dessus, ça sera plus joli en couleur, ce qu'on appelle un lance-glisseur, qui est une configuration qui produit des glisseurs qui, comme ça, apparaissent et se diffusent dans l'ensemble de la feuille du damier vers le bas. Alors, toutes ces configurations-là sont imprédictibles et je dirais même que par rapport au jeu de la vie, certaines propriétés de configuration du jeu de la vie sont même indécidables. Par exemple, le fait de décider du sort d'une configuration initiale du jeu de la vie, de savoir si par exemple elle va rester éternellement, osciller ou bien disparaître au bout d'un moment, c'est une question qui est mathématiquement indécidable, c'est-à-dire qu'il est possible de prouver qu'il n'est pas possible de trouver la solution. Ce qu'on appelle une proposition indécidable, c'est une proposition dont on peut montrer que, quel que soit le système formel dans lequel vous vous placez, vous n'aurez pas de possibilité de prouver comment va se comporter cette configuration. Et donc le jeu de la vie, comme ce type d'automate que j'ai montré auparavant, a non seulement des propriétés indécidables, mais a des propriétés telles que si on veut regarder ce qui va se passer, on est obligé de simuler totalement le système. On n'a pas de moyen plus court pour arriver au bout. Alors c'est ça qu'on appelle l'irréductibilité computationnelle, c'est-à-dire que le comportement d'un système peut être trouvé uniquement par une simulation directe et qu'il n'y a pas de procédure générale pour le prédire. Alors Stephen Wolfram a été, à ma connaissance, un des premiers à énoncer cette idée-là dans un article qui est paru en 1985. En gros, il s'agit de dire que lorsqu'on veut connaître le résultat du comportement d'un type de système de ce genre-là, eh bien, on ne peut pas le prédire plus rapidement que le système. Le prédire plus rapidement que le système voudrait dire être capable de le calculer plus rapidement et de trouver des raccourcis. Donc on va dire qu'intuitivement, et c'est ce qu'a rappelé hier Stephen, un système sera computationnellement irréductible s'il n'y a pas de moyen autre pour atteindre la n-ième étape que de passer successivement à travers des n-1 étapes précédentes. Alors ça, c'est une définition qu'on comprend parfaitement, qui intuitivement est parfaitement compréhensible, mais qui n'est pas robuste. Ça capture une intuition, mais au sens mathématique du terme, ça n'est pas suffisant si on veut travailler sur le concept. C'est une définition, par exemple, qu'on voudrait un petit peu aménager pour la rendre plus robuste, en ayant l'idée suivante. Si vous imaginez un système dont le comportement est tel qu'on ne peut pas aller à la 1000e configuration sans passer par les 999 précédentes, ou bien sans passer par 999 étapes
qui sont proches des étapes que le système a suivies, on voit bien que ça capture de la même manière cette intuition qui est derrière. Il n'y a pas de raccourci. On est obligé, grosso modo, de faire à peu près ce que fait le système. Et toute la question difficile à formaliser du point de vue mathématique, c'est ce à peu près. Intuitivement, on voit bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire mathématiquement parlant que ce à peu près? Et trouver une formalisation de cette notion d'irréductibilité computationnelle, une formalisation mathématique, est important si on veut travailler dessus de manière un peu plus précise pour essayer de prouver des choses. Alors, c'est quelque chose que nous avons fait avec mon ami Jean-Paul Delahaye de l'Université de Lille, où nous avons travaillé à essayer de trouver une formalisation mathématique de cette intuition qui est derrière l'irréductibilité computationnelle et qui a donné lieu à deux articles dans 2 revues sur les systèmes complexes. Ça pose plusieurs questions d'abord. En quoi c'est intéressant? Alors je disais tout à l'heure c'est intéressant, mais il faut peut-être expliquer pour quelles raisons c'est intéressant. La première chose, c'est de savoir si on peut trouver, comme je le disais, une définition robuste de cette notion d'irréductibilité computationnelle. La deuxième raison qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe réellement des processus qui sont computationnellement irréductibles? Parce que ça n'est pas parce que quand on regarde les automates cellulaires avec les exemples que j'ai donnés et qu'on a l'impression qu'on n'a pas trouvé pour le moment d'autres moyens pour trouver des raccourcis, que pour autant, dans 150 ans, un mathématicien un peu plus fort que nous n'aura pas trouvé un moyen de trouver un raccourci. Donc il est nécessaire de pouvoir prouver qu'une configuration ou un automate cellulaire ou un processus ou une fonction est computationnellement irréductible. Et pour ça, pour faire des preuves mathématiques, on est obligé d'en avoir une formalisation rigoureuse. Et la deuxième raison, c'est que s'il s'avère que cette notion d'irréductibilité computationnelle est une notion robuste et qu'on peut prouver que certains systèmes le sont, eh bien à ce moment-là, c'est une énorme aide épistémologique pour comprendre le comportement de certains systèmes complexes et notamment, et j'en dirai un mot à la fin, pour comprendre le comportement des phénomènes émergents qui sont partout présents dans le monde réel. Alors, je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Je vais expliquer un peu le cheminement que nous avons suivi, sans rentrer dans trop de détails techniques, mais le cheminement que nous avons suivi pour essayer de donner une formalisation mathématique de ce concept. D'abord, quand on veut formaliser un concept mathématique de calcul, on se donne ce qu'on appelle un modèle de calcul. Un modèle de calcul doit être un moyen formel de dire qu'est-ce qu'on considère comme étant un calcul dans le raisonnement qu'on va faire. Donc là, nous nous sommes donné le modèle des machines de Turing avec 3 symboles et un nombre de rubans supérieur à 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer les raisons techniques qui ont fait ce choix. Et vous avez donc une machine de Turing avec un ruban d'entrée et un ruban de sortie. Et sur le ruban de sortie seront indiqués successivement par étapes les différents résultats calculés par la machine de Turing. Ce que je vais appeler une e-machine de Turing, ça c'est un ensemble de concepts nouveaux qu'on a introduits, ce que je vais appeler une e-machine de Turing est une machine de Turing qui va calculer une fonction f et qui, lorsqu'elle va calculer la valeur f de n, quand on lui a donné n en entrée, va passer justement par toutes les étapes f1, f de 2, f de 3, jusqu'à arriver à f de n. Donc d'une certaine manière, une e-machine de Turing, intuitivement, capture le concept qui consiste à dérouler des étapes une par une avant d'arriver à la énième étape. Alors schématiquement, ça se représente comme ça. Vous voyez, vous rentrez la valeur initiale que vous voulez calculer dans le ruban d'entrée de la machine de Turing, donc soit n-1, soit n. Puis la machine de Turing calcule, et à la fin, vous obtenez la valeur f de n-1 ou f de n. Mais la particularité de la e-machine de Turing, c'est qu'elle va successivement dérouler la totalité des valeurs intermédiaires avant d'arriver à la valeur f de n, qui est la valeur finale. Bien évidemment, vous avez des machines de Turing qui vont calculer f de n sans passer par ces étapes. C'est pour ça que la e-machine de Turing, nous avons introduit ce concept qui, d'une certaine manière, simule un peu, d'une manière analogue, ce qui est fait dans les automates cellulaires que je vous ai montré tout à l'heure. On va maintenant imaginer de manière un peu naïve
qu'une fonction pourrait être computationnellement irréductible, eh bien, si toute machine de Turing qui calcule une valeur f de n est une I-machine de Turing. Grosso modo, c'est mis sous la forme des machines de Turing. C'est l'intuition que j'évoquais tout à l'heure, mais mise avec l'utilisation des machines de Turing. Bon. Ça, bien évidemment, c'est sujet à la même critique que celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est naïf, ça n'est pas robuste, parce que ce qu'on voudrait... Ça ne marche plus. La télécommande ne marche plus. Elle est devenue computationnellement irréductible et il va falloir que je repasse par toutes les étapes précédentes pour revenir ici. Non, ça ne marche pas. Alors la pile semble marcher parce que la lumière s'allume, mais... Non, la télécommande semble inopérante. Non, si juste vous arrêtez avec la télécommande, s'il vous plaît, on est en train de... Parce qu'il est sorti complètement de sa présentation. Merci. C'est bon? C'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Merci. Ah voilà. Donc on n'a pas été obligé de repasser par tous les transparents, mais ce qui aurait démontré que l'irréductibilité computationnelle existe. Donc cette définition, qui est en fait similaire à la définition intuitive que j'avais donnée, n'est pas satisfaisante, puisque ce que nous voulons modéliser, c'est cette notion de chemin proche d'un chemin suivi, et non pas de suivre rigoureusement le même chemin. Alors, pour cela, on a besoin de nouveaux concepts, et nous avons introduit la notion de machine de Turing asymptotiquement optimale, qui est en gros une machine de Turing telle qu'elle calcule la fonction à calculer au moins aussi rapidement que toute autre machine de Turing. On va dire qu'il n'existe pas de machine de Turing qui puisse calculer plus rapidement que cette machine asymptotiquement optimale. Et on va donc supposer qu'il existe effectivement des machines qui sont asymptotiquement efficientes. Et on va donc appeler maintenant Efficient E-Turing Machine, donc machine de Turing, E-machine de Turing efficace. C'est une machine de Turing qui passe par toutes les étapes, mais qui est aussi rapide qu'une machine de Turing efficient de la manière dont je viens de le définir. Donc en gros et intuitivement, ce sont les E-machines de Turing les plus rapides qu'on puisse considérer. Donc ça veut dire grosso modo qu'il n'y a pas de... quand une e-Turing machine est efficiente, cela signifie qu'il n'y a pas de e-Turing machine qui vont plus vite que cette Turing machine, sachant que, bien évidemment, on est dans un modèle très précis où la notion de machine de Turing qui va le plus vite possible a un sens. En général, dire ça n'aurait pas de sens si on ne précisait pas le modèle de calcul. Et maintenant, j'introduis la notion complémentaire qui est la notion de P-approximation d'une e-machine de Turing. Et c'est cela qui permet de capturer cette idée intuitive de chemin qui est proche du chemin initial. On appellera une P-approximation d'une e-machine de Turing une machine de Turing qui est telle qu'elle calcule un certain nombre d'étapes. Je vais vous montrer un schéma après, ça éclairera les choses parce que là c'est un peu abstrait. Elle calcule un certain nombre d'étapes avant d'aboutir au résultat. Mais durant chacune de ces étapes, par l'intermédiaire de la machine de Turing P qui est complémentaire, on peut retomber sur les résultats initiaux en un temps qui est court comparé au temps de calcul total de la e-machine de Turing. Alors je montre une illustration tout de suite parce que exprimer oralement ça paraît très abstrait. Vous voyez, on a ici une P-approximation de la e-Turing machine pour F. Alors à gauche, vous avez la machine de Turing qui calcule toutes les étapes intermédiaires. Donc vous lui donnez n en entrée, et elle calcule f de 1, f de 2, f de 3, etc., jusqu'à aboutir à f de n. À droite, vous avez la P-approximation de cette e-machine de Turing,
Et elle fonctionne de la manière suivante. Vous mettez n en entrée, et elle va calculer un certain nombre de résultats intermédiaires, en nombre égal au nombre de résultats de la e-machine de Turing, R1, R2, etc. Mais à partir de chacun de ces résultats intermédiaires, on peut retomber sur les résultats de la machine de Turing de la e-machine de Turing correspondante en un temps de calcul qui est très court par rapport au temps de calcul complet de la e-machine de Turing. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça signifie intuitivement? Ça signifie que quand vous faites un calcul par une p-approximation d'une e-machine de Turing, eh bien vous suivez un chemin de calcul qui n'est pas très éloigné, parce qu'à tout moment, vous pouvez, par un calcul très simple, revenir au chemin initial que suit la vraie e-Turing machine. Et c'est cette formalisation-là qui permet cette fois-ci de capturer de manière plus robuste la notion de calcul approché par rapport à un calcul qui suivrait les étapes strictement définies de f de 1, f de 2, f de n, ou bien dans un automate cellulaire qui serait de suivre l'élaboration des configurations exactement identiques à l'automate cellulaire. Alors cette formalisation-là permet à ce moment-là de montrer un certain nombre de choses. On dira qu'un calcul d'une fonction n est basé sur une p-approximation lorsque justement il est fait de la manière que je viens d'indiquer. Et on dira maintenant qu'une fonction est computationnellement irréductible. Alors, il y a une nuance entre fortement computationnellement irréductible ou faiblement, selon le fait que ce que je viens de dire est valable pour toutes les valeurs ou pour simplement une infinité de valeurs avec quelques valeurs qui font exception. Mais on va oublier ce petit détail. Et on dira donc qu'une fonction est computationnellement irréductible si le calcul par une machine de Turing de cette fonction-là est obligatoirement une p-approximation d'une i-machine de Turing. Qu'est-ce que ça permet de montrer? Alors, bien sûr, ça capture l'intuition qu'on avait au départ, c'est-à-dire que si une fonction est de cette nature, eh bien, il n'y a aucun autre moyen de calculer la valeur f de n que de calculer auparavant soit les valeurs f de i successives elles-mêmes, soit des valeurs qui sont proches, mais proches dans le sens rigoureux précis que je viens d'indiquer. Et par ailleurs, on peut démontrer à ce moment-là que si une fonction est computationnellement irréductible, eh bien, il n'existe pas de machine de Turing qui calcule la valeur f de n plus rapidement que cette fameuse i-machine de Turing efficace. Et donc, on a montré deux choses à partir de là, qui capturent vraiment l'intuition complète qu'il y a derrière cette notion d'irréductibilité computationnelle. La première chose, c'est qu'on n'a pas d'autre moyen de calcul que de passer par des étapes intermédiaires successives ou des étapes qui sont proches de ces étapes intermédiaires. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'aller plus vite, il n'y a pas de raccourci. On est obligé d'y passer. Si on voulait trouver d'emblée la solution, eh bien, on ne pourrait pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de formaliser cette intuition. Alors cette intuition est extrêmement importante parce que quand je vous ai montré tout à l'heure des automates avec des illustrations, par exemple la formule de Langtod ou la règle 110 dans les automates cellulaires, mais on pourrait trouver des tas d'autres candidats potentiels, par exemple la fonction f qui est définie comme f de 1 est le premier digit de pi et f de n est le digit de pi après avoir sauté f de n-1 digit après le digit f de n-1. Bon. Eh bien, ce type de fonction-là semble être computationnellement irréductible parce que c'est très facile à faire à la main. Vous prenez pi, vous l'écrivez, et puis vous suivez cette règle, et vous allez aboutir à un résultat. Mais si vous essayez d'emblée de savoir que vaut f de 1000, eh bien, vous n'avez aucune règle de calcul qui vous permet de dire f de 1000 vaut tant parce que j'ai une équation qui me permet de le dire. Ça n'est pas possible. Le seul moyen que vous ayez de connaître f de 1000, c'est d'avoir calculé tous les chiffres précédents. Bon. Donc voilà beaucoup de candidats pour l'irréductibilité computationnelle, sans parler évidemment de tous les automates cellulaires qui ont des comportements non prédictibles apparemment. Alors maintenant, une fois qu'on a réalisé ça, on a un problème qui est un problème mathématique qu'on va supposer résolu mais qui ne l'est pas. On va supposer résolu pour la suite parce que je vais m'appuyer sur cette notion-là pour en tirer un certain nombre de conséquences épistémologiques sur les systèmes complexes. Mais le problème mathématique reste ouvert.
D'abord, est-ce que cette notion d'irréductibilité computationnelle existe vraiment? C'est-à-dire, existe-t-il des systèmes qui sont réellement computationnellement irréductibles? Aujourd'hui, personne ne sait le prouver rigoureusement. Montrer par exemple que la fourmi de Langton ou que la règle 110 est computationnellement irréductible est quelque chose qu'on pense raisonnable, mais on ne sait pas le prouver mathématiquement, et ça semble extrêmement difficile à prouver. Peut-être prouvera-t-on un jour que c'est indécidable, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est un problème mathématique ouvert. Alors pour la suite, je vais néanmoins supposer, parce que ça nous plaît bien en quelque sorte, c'est un concept qui est intéressant, qui intuitivement est séduisant et sur lequel on a envie de s'appuyer. Donc je vais supposer qu'effectivement, dans un temps indéfini, un mathématicien réussira à prouver que ce concept d'irréductibilité computationnelle est vraiment solide mathématiquement et que ces candidats-là sont réellement irréductibles du point de vue computationnel. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va s'en servir dans la notion de meilleure compréhension des phénomènes émergents. Vous savez, les phénomènes émergents sont des propriétés d'un système qui ne sont pas les propriétés des constituants d'un système, mais qui sont les propriétés globales que le système peut avoir à partir du comportement des constituants élémentaires. Bon, l'exemple le plus connu, c'est l'eau H2O est liquide, mais aucun des atomes qui constituent la molécule d'H2O en lui-même n'est liquide, ça n'a pas de sens. C'est au niveau collectif que l'eau est liquide. Les comportements, la caractéristique particulière d'un comportement émergent sont le fait d'une certaine nouveauté. En ce sens, un comportement émergent est souvent considéré comme non prédictible a priori. Quand on n'a jamais vu ce qui allait se passer, on ne s'y attend pas. La deuxième caractéristique essentielle, c'est qu'il y a un niveau macro et un niveau micro, ou un niveau global et un niveau individuel, et que, au moins pour l'émergence dynamique à laquelle je m'intéresse, il y a d'autres types d'émergence de nature un peu différente, mais les phénomènes qui là m'intéressent sont les phénomènes d'émergence dynamique. Eh bien, il y a un processus dynamique d'interaction des constituants qui aboutit au comportement collectif. Alors, des exemples de phénomènes émergents, il y en a des milliers. On dirait que les phénomènes émergents sont partout présents dans la nature. Quelques exemples bien connus, par exemple les rides, des ondulations qui sont créées par le vent sur les dunes de sable, qui créent des patterns qu'on reconnaît. Les cellules de Bénard dans la convection des fluides. Une tornade, qui est un phénomène climatique émergent qui tout d'un coup se produit. Les anneaux de Saturne, qui sont un phénomène émergent qui émerge des interactions entre les différentes cailloux qui sont ou glaces qui sont dans les anneaux. Un embouteillage est aussi un phénomène émergent qui se produit de temps en temps, tout d'un coup, parce que le comportement des automobilistes est un comportement hautement non linéaire qui fait émerger un embouteillage. Mais également le comportement collectif des insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles ou les termites, qui, vous le savez, ont des comportements collectifs extrêmement intelligents apparemment, et qui sont des comportements qui émergent du comportement individuel de chacun des constituants, de chacune des fourmis par exemple, alors que chaque fourmi n'a évidemment pas d'intelligence propre, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et puis, pour extrapoler, la vie, et puis même peut-être la conscience. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir un phénomène émergent? Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir deux niveaux, un niveau micro et un niveau macro, ou un niveau individuel et un niveau collectif. Et il se passe que quand on connaît les règles qui régissent le niveau micro, eh bien, apparemment, on ne sait pas prédire ce qui va se passer au niveau collectif global. Donc, on sait décrire les interactions entre chacun des constituants, on sait écrire les interactions sous des formes qui sont diverses selon les types de systèmes qu'on considère, mais cela ne suffit pas pour être capable de calculer d'une certaine manière le comportement global. Et dans ce sens-là, on voit bien que ça rappelle très fortement cette notion d'irréductibilité computationnelle. On a les règles du jeu, mais à moins de regarder ce qui se passe, les règles du jeu ne permettent pas, a priori, d'anticiper le comportement global qui va émerger. Donc, on va définir cette notion d'émergence comme étant, elle doit être définie selon ma définition
qui s'opposent à des définitions qui ont été proposées, qui sont des définitions beaucoup plus subjectives et liées à l'émotion ou à la surprise qu'on peut avoir ou à des choses de cette nature. Moi, je cherche une définition objective de l'émergence qui ne dépende pas de la personne qui observe le phénomène. Ça doit être un phénomène non épistémique, mais un phénomène objectif. Et je dirais qu'un phénomène est émergent lorsque la dynamique sous-jacente du niveau du dessous est computationnellement irréductible. Et il est vrai que ça colle parfaitement avec ce qu'on souhaite, puisque quand la dynamique sous-jacente est computationnellement irréductible, on aura beau regarder en détail les constituants, les règles du jeu, on sera incapable de prédire ce qui va se passer, sauf à simuler le système et à l'observer lui-même. Et alors ça, c'est intéressant, bien évidemment, sur un point de vue épistémologique, parce que d'abord, dans l'univers, il y a un nombre de phénomènes émergents qui est gigantesque. Énormément de phénomènes sont de nature émergente. Et ça peut également clarifier le débat autour de ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle dont on a énormément parlé hier et ce matin, et puis dont on va continuer encore à parler pendant toute la semaine. On dit tous, ce qui nous embête dans ces algorithmes, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Donc quand il s'agit d'un algorithme qui va décider pour nous une décision importante ou qui va arbitrer dans un domaine qui a un impact, eh bien le fait de ne pas comprendre ce qu'ils font est évidemment un défaut majeur qu'on met en avant dans ce type d'algorithme. Eh bien la raison pour laquelle on ne comprend pas ce qu'ils font, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, ces algorithmes sont bâtis et sont construits de telle manière que les programmes, le code se modifie lui-même à certains moments et qu'on aboutit finalement à du code qui n'a pas été directement écrit. C'est le cas par exemple pour l'apprentissage. Le code n'a pas directement été écrit en bout de compte par quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe. C'est quelque chose qui s'est transformé, qui a évolué et qui devient quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et comme ce processus-là est computationnellement irréductible, il n'est pas étonnant qu'on ne comprenne pas bien ce que fait l'algorithme, parce qu'à la limite, ça n'est plus nous-mêmes qui l'avons écrit. La notion en question est aussi intéressante dans les limites de ce que nous sommes capables de comprendre. Et on sait malheureusement que notre cerveau est limité dans beaucoup de domaines, mais une des raisons qui ferait que beaucoup de phénomènes nous échappent, et peut-être nous échapperont toujours, c'est le fait que si ces phénomènes sont de cette nature, eh bien le seul moyen d'en être témoin, c'est de les regarder, mais que nous ne serons jamais capables de les comprendre, parce que comprendre, c'est d'une certaine manière anticiper. Comprendre, c'est également compresser. Une théorie physique, par exemple, nous permet de comprendre les choses parce qu'elle est un moyen de comprimer l'information dans quelque chose qui est beaucoup plus petit en termes de volume d'information, pour ensuite être capable de le dérouler et d'en tirer des conclusions qu'on peut anticiper intuitivement. Quand on ne peut plus anticiper intuitivement, la compréhension nous échappe. Et c'est ce qui se passe avec les phénomènes émergents, c'est ce qui se passe avec justement ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, peut-être, mais là je me lance dans une prospective un peu plus audacieuse, c'est peut-être ce qui se passe aussi pour passer de la matière inanimée à la vie, ou c'est aussi peut-être ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer comment la conscience émerge du fonctionnement des neurones. Si ces processus-là sont irréductibles, eh bien malheureusement, nous ne pourrons jamais vraiment les comprendre au sens intuitif du terme. Tout ce que nous pourrons peut-être faire, si la science continue à faire des progrès, c'est être capable d'écrire des choses qui vont les simuler. On est loin d'être capable de le faire aujourd'hui. Mais que même cette simulation se déroulant sous nos yeux, nous ne la comprendrons pas au sens intuitif du terme, parce que pour comprendre quelque chose, essentiellement, il faut avoir un raccourci entre le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, je vous remercie.